Les mains du garçon tremblaient quand il sentit un petit souffle glacé contre son cou, comme si la nuit elle-même avait trouvé un nom et l'appelait par erreur. C'était une nuit d'hiver où la neige craquait sous les pas et où les lampadaires diffusaient une lumière jaune sale sur le trottoir verglacé. Sur le seuil vitré d'une voiture de luxe stationnée devant la villa, une fillette était coincée, emmaillotée dans un manteau trop grand pour elle, les larmes gelées sur ses cils. La fillette s'appelait Clara Beaumont, 9 ans, fille d'un milliardaire qui n'était jamais à la maison et dont le nom faisait titrer les journaux. Lucas avait 14 ans et vivait dans la rue depuis la mort de sa grand-mère. Il connaissait le froid comme on connaît un ennemi de longue date. Il fit une chose que personne n'attendait. Il hasarda une main pour dégager la portière coincée et mit son corps entre le froid et l'enfant, sachant qu'il prenait un risque qui pouvait lui coûter la vie. Ce geste inattendu allait provoquer des caméras, des témoins, une enquête policière et une bataille juridique qui diviserait la ville. Pour comprendre pourquoi il avait choisi de rester là, même en tremblant, il fallait remonter 24 heures en arrière. C'est une histoire de survie, de privilège qui se heurte à l'abandon et d'une décision qui forcera magistrats et habitants à repenser ce qui fait une famille. Restez jusqu'au bout pour voir comment un acte isolé transforme des destins. 24 heures avant, Lucas errait près du port, où l'air salin se mêlait à l'odeur de mazout et à celle du café brûlé d'une petite station. Sa vie avant la rue n'était pas longue, mais elle avait des chapitres lourds. Il avait grandi à Saint-Denis, fils d'une mère absente et d'un père parti pour des promesses jamais tenues. Sa grand-mère, Mireille, l'avait élevé dans un appartement minuscule, lui apprenant à reconnaître le bruit des trains et la chaleur d'une soupe même quand il n'y en avait presque plus. Quand Mireille était morte, il n'avait plus eu d'ancrage. Le deuxième paragraphe racontait les petites étapes qui l'avaient poussé dehors. Disputes avec des propriétaires, un foyer saturé, la fermeture d'une cantine solidaire. Le troisième paragraphe décrivait comment il avait appris à survivre la nuit, couvrir ses pieds de carton, trouver des bennes tièdes derrière les restaurants, écouter les passants comme on écoute une météo humaine. Ses souvenirs avaient une texture, le goût amer du lait tiède volé dans une poubelle, l'odeur humide des cartons, le toucher rugueux d'une couverture usée, le son lointain de la télé d'un voisin qui donnait l'illusion d'une maison. Enfin, le quatrième paragraphe expliquait son code. Ne jamais accepter l'aide des inconnus sans reconnaître un visage. Garder une promesse faite à Mireille de ne jamais voler un jouet d'enfant, car un jour il voudrait offrir quelque chose à quelqu'un. Ces paragraphes faisaient 900 caractères environ et montraient pourquoi Lucas marchait cette nuit vers le quartier des villas et pourquoi il ne pouvait pas simplement passer son chemin. Le soir où tout a basculé, le ciel était bas et la neige tombait en fines aiguilles qui s'accrochaient aux cils. Lucas avait repéré une chaleur derrière les grandes maisons, lumière tamisée, chauffage à plein régime, la vie comme une vitrine. Il errait en espérant un jugulaire de chaud à travers une grille métallique quand un cri étouffé lui parvint. Il s'approcha et vit la portière d'une voiture de luxe légèrement ouverte, la serrure gelée et à l'intérieur, Clara qui sanglotait, la peau de ses mains déjà rosée de froid. Les sens de Lucas se tendirent. Il sentit le parfum sucré d'un parfum cher, le cuir chauffé par le chauffage, le bruit lointain d'une alarme qui clignotait, le claquement léger d'une porte mal fermée. Un témoin, Madame Renaud, la concierge du quartier, apparut au balcon et chuchota. « Il faut appeler la police », mais sa voix se perdit dans le vent. Dialogue après dialogue s'enchaînait entre Lucas et la fillette et entre Lucas et Madame Renaud. « Je m'appelle Clara », dit la fillette d'une voix cassée. « Je m'appelle Lucas », répondit-il, chaud et bas. « Je ne peux pas rester », dit Clara en pleurant. « Tu dois rester tranquille », dit Lucas en frottant ses mains l'une contre l'autre. « Mon père va revenir », dit-elle. « Personne ne reviendra tout de suite », dit Lucas. « Et si je gelais ?» demanda Clara. « Je te couvre », dit-il en enlevant sa veste trouée. La décision vint comme une évidence et une peur. Rester signifierait hypothermie possible. Partir signifierait laisser une enfant. Ils eurent encore d'autres échanges rapides et tendus, 8 à 10 répliques, qui montraient la complexité humaine dans un instant de vérité. L'air avait une odeur de métal froid, leur souffle faisait des nuages. La texture du cuir sous les doigts de Lucas était glissante. Le goût du sang montait à la bouche quand il sentit son pulse accélérer. Prendre la veste de Lucas fut un acte symbolique et réel. Il la retira, la secoua, la posa sur les épaules de Clara. Il sentit le tissu usé glisser sous ses doigts, entendit le froissement, vit la peau de la fillette se détendre un peu. Ils parlèrent encore en chuchotant. « Tu es sûr ?» demanda elle. « Oui, dit-il. »« Pourquoi tu fais ça ?» demanda Madame Renaud du balcon.
« Parce que je peux, répondit Lucas. À l'intérieur de sa tête, les pensées de Lucas tourbillonnaient. « Je ne peux pas mourir, pas encore, pas comme ça, me disait-il tout bas. Il visualisait sa grand-mère lui répétant de protéger les plus petits. Les images sensorielles affluaient, la chaleur passagère de la veste, l'odeur de poudre et de métal cher, le souffle rauque. Clara, le bruit sourd des voitures qui passaient, le froid qui rongeait les doigts. Son monologue intérieur alternait avec des dialogues rapides entre témoins et passants qui commençaient à s'attrouper. Une sirène lointaine fit tressaillir tout le monde. La décision de rester est le cœur du risque. Lucas savait que rester signifiait s'exposer au froid profond et que le corps commence à trahir après quelques heures. Le moment de tension principale s'installa en 2 paragraphes serrés. Le froid mordait leurs articulations, les lèvres de Clara prenaient une teinte violacée. Lucas sentait ses doigts engourdir comme s'ils devenaient étrangers. Il répétait « Je te protège » plusieurs fois, comme une prière mécanique. Les échanges avec les passants se firent plus nombreux. L'un proposa une couverture, une autre personne proposa d'appeler une ambulance. Un jeune homme tenta d'ouvrir un coffre, mais la serrure restait bloquée par le gel. « Restez avec elle » implora Madame Renaud. « J'appelle le 17 » dit un témoin. Lucas refusa au début, craignant la police, craignant d'être emmené au centre pour mineurs. Puis il céda, accepta l'arrivée d'une ambulance et permit à une infirmière de poser une couverture chauffante sur leurs épaules. Ces quelques paragraphes de tension totale totalisèrent environ 550 caractères chacun et peignirent l'urgence physique et morale. La longue nuit fut un combat pour respirer et pour tenir. Quand l'ambulance arriva, les lumières bleues découpaient la neige, des gants froissaient des couvertures. Une voix féminine autoritaire ordonna « Respirez, restez calme ». À l'intérieur, l'odeur antiseptique se mêlait à celle des cigarettes froides, au gel chauffant et au métal des brancards. Docteur Romain Lefebvre prit les constantes, fréquence cardiaque basse, début d'hypothermie. Infirmière Aïcha Diallo murmura des consignes techniques. On met la perfusion, on relève la température, du monitoring continu. Et la machine bipa. Là encore, un dialogue tendu se déroula entre Lucas, Clara, l'infirmière et le chauffeur d'ambulance Paul Mercier. « Tu as un nom » demanda le docteur à Lucas. « Lucas » répondit-il. « Tu veux venir à l'hôpital pour vérifier » dit l'infirmière. « Je veux juste m'assurer qu'elle va bien » dit-il. Les gestes médicaux comportaient des tailles techniques, réchauffement passif puis actif, posologie prudente de perfusion tiède pour éviter le choc, surveillance ECG, oxygène à bas débit. Ces précisions médicales, environ 300 caractères, ancraient la scène dans le réalisme hospitalier. Clara fut admise en pédiatrie et Lucas fut conduit aux urgences pour hypothermie modérée. La ville commença à parler et des images de caméras de sécurité furent récupérées. L'enquête sociale et policière réveilla des conflits. Officer Marc Leduc prit les premiers témoignages, nota le relevé de la voiture, contacta la famille Beaumont. L'avocat de la famille, me Laurent Dubois, débarqua immédiatement, son téléphone collé à l'oreille. Julia Moreau, assistante sociale, prit en charge Clara et somma d'établir un lien entre la fillette et la maison familiale. Les journalistes locaux, comme Thomas Delcourt du journal municipal, cherchèrent des images et imbardonnaient. Citation. Les habitants se divisèrent. Certains virent en Lucas un héros, d'autres le soupçonnèrent d'agression sur mineurs. L'image de la pauvreté renvoie souvent à la peur. Les échanges entre la police et les services sociaux furent riches en procédures. Prise d'empreintes non pour incrimination mais pour identification, demande d'antécédents, vérification des caméras de la villa. Des témoins nommèrent Paul Mercier, Nadia Gomez, la bénévole du refuge voisin, et Madame Renaud comme personnes présentes. La collecte des preuves inclut la récupération d'un enregistrement de caméras de rue, relevé de température et témoignages de voisins. Les dialogues dans cette phase furent incisifs. « Il est resté avec elle », dit Madame Renaud. « Nous vérifions les faits », répondit l'officier Leduc. « Nous demandons la garde provisoire », dit me Dubois. « Nous voulons une enquête complète », dit Julia Moreau. Ces échanges, au moins 6 à 8, posaient la complexité sociale, pauvreté contre privilège, suspicion contre gratitude. L'atmosphère sentait la poudre froide des scandales médiatiques, le papier des journaux humides, le clavier des journalistes cliquetants. Puis vint l'audience publique, un moment chargé et officiel. Le procès se tint devant la juge Isabelle Martin. La salle était pleine, médias, voisins, représentants de refuges, avocats. Le procureur présenta des éléments qui questionnaient la responsabilité parentale de la famille Beaumont.
L'avocat de Lucas, un défenseur public nommé Antoine Girard, tenta d'orienter la narration. « Il a sauvé une enfant », répéta-t-il, « il a respecté un code humanitaire ». Me Dubois souligna la négligence parentale. Comment une fillette a-t-elle pu se retrouver seule dans une voiture par une nuit si froide? On entendit des témoins dont Madame Renaud, Paul Mercier, Nadia Gomez et Thomas Delcourt. La juge examina les preuves vidéo, écouta les entrevues et chercha un équilibre entre responsabilité civile et pénale. Les échanges au tribunal furent longs et tendus, souvent plus de 8 répliques dans les plaidoiries et les contre-interrogatoires. La tension physique dans la salle était palpable, le frottement des tissus, le souffle retenu des familles, le goût métallique de la colère chez certains. Après délibération, la juge prononça une décision mixte. Aucune charge pénale contre Lucas, une enquête administrative approfondie contre le personnel de sécurité de la propriété et une ordonnance imposant un suivi parental et une médiation financière pour la famille. Elle proposa aussi une mesure de réparation sociale, une subvention vers un programme local de soutien familial et un accueil temporaire pour Clara chez une tante, sous surveillance de l'assistante sociale Julie Moreau. L'épilogue se déploya en 3 moments temporels qui montraient la transformation progressive des vies. Un mois plus tard, Clara était sortie de l'hôpital. Elle souriait timidement dans une photo où l'on voyait sa joue encore rosée mais stable. Lucas retournait au refuge de nuit, mais commençait à fréquenter un atelier de formation en menuiserie géré par Paul Mercier et Nadia Gomez. Les échanges entre eux étaient pleins d'affection. « Tu as bien fait », disait Nadia. « Emma sourit », répondait Lucas. 3 mois après, une audience de médiation avait abouti à un arrangement. La famille Beaumont accepta de financer une bourse éducative pour Lucas et de prendre en charge la rénovation d'un centre pour enfants dans le quartier où travaillait Julie Moreau. Henri Beaumont fit un geste public modeste, parlant d'une défaillance familiale que les médias comptabilisaient comme mea culpa. Les services sociaux recommandaient un suivi thérapeutique pour Clara et une présence régulière d'un parent. 6 mois plus tard, la transformation était plus profonde. Clara avait intégré des ateliers de théâtre et recevait visite régulière d'une tante responsable. La tante s'appelait Sophie Beaumont et s'investissait davantage. Lucas avait signé un contrat d'apprentissage en menuiserie et avait trouvé une chambre dans un foyer d'accueil géré par le directeur du refuge Paul Mercier. Les chiffres concrets apparaissaient. Dossier médical stabilisé, rendez-vous psychiatrique régulier, inscription scolaire de Clara confirmée et contrat d'apprentissage signé pour Lucas. Dans ces 3 moments, les personnages secondaires jouaient un rôle visible. Docteur Romain Lefebvre continuait le suivi médical, infirmière Aïcha Diallo rendait visite à Clara, officier Marc Leduc dardait un œil sur la procédure, mais Laurent Dubois restait en contact pour assurer la légalité des accords. Et la communauté organisait une collecte pour soutenir le centre. L'épilogue, long et mesuré, montrait la résolution pratique plus que la simple émotion. Avant de clore, une pause empathique est nécessaire car ces récits provoquent des réactions. Je sais que voir quelqu'un risquer tout pour un enfant touche profondément. Si cette histoire vous a ému, respirez, puis écrivez en commentaire « Je resterai » ou « Je n'en suis pas sûr » ou partagez une courte expérience commençant par « Une fois » pour que d'autres lecteurs puissent se connecter. Vos mots aident à transformer ce récit isolé en conversation collective et parfois, une phrase partagée conduit à une action concrète. Les témoignages ici ont inspiré des projets locaux auparavant et votre contribution pourrait inciter des gens à soutenir un refuge ou à offrir du temps. Maintenant que vous avez partagé, revenons à la conclusion de cette histoire afin de comprendre ce qu'elle laisse comme leçon. La leçon est simple et complexe à la fois. Une nuit de froid a mis en lumière des failles systémiques. Ce que l'on retient, c'est que la compassion d'un garçon sans ressources a forcé des institutions à réagir, que la justice a dû concilier responsabilité et réparation et que des vies ont été réarrangées pour devenir viables. La ville apprit à regarder différemment ceux que l'on croyait invisibles. Clara retrouva un foyer et reçut un suivi. Lucas trouva une voie professionnelle et une reconnaissance qui lui permit de sortir de l'invisibilité. Les services sociaux mirent en place une procédure renforcée pour les enfants laissés sans surveillance et la famille Beaumont accepta de financer des actions locales. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour rappeler que la vulnérabilité n'a pas d'adresse fixe et que parfois, rester signifie sauver. Inscrivez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires de courage ordinaire et de transformation sociale. Parfois, sauver un étranger revient à sauver une part de nous-mêmes.